Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de formation organisé par Télémédicaire. Pour ceux qui nous rejoignent depuis quelque temps, Télémédicaire, c'est bien sûr la télécoordination en EHPAD, mais c'est surtout une communauté de médecins. Nous sommes actuellement 120 praticiens et nous accompagnons au quotidien presque 220 établissements sur toute la France. Ces établissements, ils accueillent bien évidemment une population de sujets âgés et l'on sait que la consommation de médicaments et de dispositifs médicaux augmente de façon exponentielle avec l'âge. Mais surtout, nos établissements accueillent une population de personnes âgées, fragiles et polypathologiques. Pour ces personnes, le médicament est essentiel, mais il est aussi potentiellement dangereux puisque l'on sait que donc, près de 20% de ces hospitalisations pourraient être liées à des problèmes iatrogènes. Face à cette situation, nous avons choisi donc d'organiser donc une session de formation et nous avons sollicité le docteur Isabelle Hermelin, donc qui est pharmacien praticien hospitalier, coordinatrice de la gestion des risques associés aux soins au CHU d'Orléans et qui va venir nous éclairer sur cette problématique. Bonjour Isabelle, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors le circuit du médicament en EHPAD, c'est si compliqué que ça ? Et oui, il faut prévoir et organiser à sécuriser au maximum dans la mesure où on connaît la législation, on connaît les contraintes de terrain et je vais vous en parler Merci. à votre suite dès que vous avez Merci. présenté. Alors, pour les personnes qui nous suivent, vous avez donc la possibilité de poser des questions donc, au fur et à mesure de cette formation en appuyant sur le point d'interrogation. Et également, nous laisserons une dizaine de minutes donc, à la fin de cette formation pour donc, une sorte de petit quiz et auquel vous pourrez répondre et ça nous permettra de faire un petit sondage. À vous, Isabelle. Merci. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis un petit peu tintinophile, mais l'idée c'est de reprendre tout le circuit des produits de santé avec différentes questions. Donc n'hésitez pas au fil des échanges. Et on partira donc de la prescription, de l'administration. On évoquera les différentes étapes du circuit. Alors les produits de santé, je le rappelle, comme vous l'avez dit Bernard, nous avons les médicaments. En EHPAD et en structure pour personnes âgées, les produits dérivés du sang, il n'y en a pas trop. Et nous avons aussi des dispositifs médicaux. Donc, nous allons réévoquer ensemble toute la chaîne qui va donc de la préparation extemporanée des médicaments, en passant par des différents contrôles, l'administration proprement dite, l'enregistrement de l'administration et la surveillance qui est requise lorsqu'on met en place les traitements. Donc l'idée, j'ai repris ce schéma que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. L'idée, c'est que c'est le bon médicament pour le bon patient à la bonne dose, au bon moment et à la bonne voie. Mais on va le voir avec certaines contraintes en EHPAD qui ne nous facilitent pas forcément la vie. Alors, on démarrera donc par la prescription. Donc il s'agira de revoir et de bien lire la prescription pour la personne qui va préparer les médicaments. Donc ensuite, il y aura l'administration, la préparation. Qui prépare, qui administre, nous y reviendrons, et ensuite la surveillance. Alors, la prescription. Donc je sais, vous allez à distance me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Je rappelle quand même les règles de base. C'est qu'une ordonnance, dans l'idéal, devrait comprendre au maximum 5 médicaments. Comme vous l'avez dit, en EHPAD, les personnes âgées, malheureusement, on a souvent une inflation des prescriptions avec, notamment, nous on le voit quand les patients arrivent de ville, parfois ils ont jusqu'à 17 médicaments prescrits. Donc voilà. Alors, je rappelle que la durée du traitement, c'est important, y compris à l'hôpital, notamment pour les pathologies aiguës, de préciser cette durée de traitement. Alors, je sais, d'autant plus si on a des difficultés avec des médecins qui passent des cordeaux ou des médecins gériatres sur place, mais parfois on a des EHPAD où le médecin passe 1 heure, 2 heures par jour, voire pas tous les jours. Donc il est important que cette durée de traitement soit précisée pour l'infirmière ou pour la personne qui va administrer les traitements. Donc au maximum 2 psychotropes, Oui. une benzo. Donc ça c'est pareil, on a des patients parfois avec plusieurs benzos, enfin deux benzos, donc non, vraiment une benzo maxi et une benzo avec la demi-vie la plus courte possible.
Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il ne faut pas de médicaments dont le rapport bénéfice-risque au long cours est compliqué. Bon. Alors le poids, ça c'est pareil. Certaines pathologies nécessitent une prescription avec des médicaments vraiment où le poids doit être connu, hein, puisque on adapte la posologie en fonction du poids. Je pense par exemple au fer injectable ou à des choses comme ça. Donc là, il doit être précisé. Et là, les paramédicaux ont un rôle important puisque, bon, ça, faut penser à régulièrement repeser les patients. La clairance à la créate, ça c'est très important, notamment pour des antibiotiques. Donc ça c'est pareil. La biologie, en EHPAD, c'est parfois compliqué de faire des prélèvements, mais c'est important quand même, à rythme assez régulier, de pouvoir savoir où on en est de la fonction rénale, parce que, vous le savez aussi bien que moi, il y a des patients, finalement, ils n'ont pas forcément une fonction rénale aussi dégradée que ça. Donc, bon, voilà, c'est important de connaître. Les traitements antalgiques, alors ça, là-dessus, c'est important d'avoir vraiment une prescription des traitements antalgiques en fonction d'une évaluation de la douleur. Bon, vous savez qu'avant, la certification des établissements de santé ne concernait ne concernait pas les EHPAD. Maintenant, vous avez la certification. Et alors ça, c'est quelque chose que les experts visiteurs aiment bien regarder. Est-ce qu'on a une échelle d'évaluation de la douleur ? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément réalisé par un médecin, cette évaluation de la douleur. Ça peut être une infirmière, une aide-soignante qui est formée. Donc, c'est important de retrouver aussi dans les dossiers, que ce soit un dossier papier ou informatisé, de retrouver cette évaluation de la douleur et donc éviter de prescrire les antalgiques en si besoin. J'y reviendrai, la prescription en si besoin, si on peut la limiter. Nous, on a beaucoup travaillé avec nos médecins et les médecins co pour limiter au maximum. Et comme je vais vous évoquer tout à l'heure, notamment les délégations d'administration de médicaments, et c'est important que les infirmières, quand elles préparent les médicaments, qu'elles puissent savoir par rapport à une échelle de la douleur. Comme ça, elles évaluent cette douleur. Et si le médecin a dit, jusqu'à tel niveau, on met du paracétamol ou des antalgiques de premier palier, et puis après on passe à un palier supérieur, etc. Et puis, une ordonnance réévaluée régulièrement. Voilà. Donc j'insiste un petit peu là-dessus. Alors, donc quelle doit être la position des infirmières face aux prescriptions? C'est un vrai problème dans nos établissements, compte tenu du fait que les médecins ne sont pas toujours présents, bien évidemment. Complètement. Alors, je vous ai remis les articles du Code de la santé publique, parce que je suis sûre que c'est votre livre de chevet, le Code de la santé publique, nettement. Bien sûr. Donc, dès 2002, ça avait été repris qu'en fait, une infirmière, elle est habilitée donc à pratiquer ces actes pour lesquels elle est formée, mais à partir d'une prescription médicale. Donc, sauf urgence vitale, urgence psychiatrique aussi, où là, sinon, ça doit être écrit. Mais on peut avoir des protocoles d'écrit, protocoles de soins. Et ça, je vais vraiment insister beaucoup là-dessus, parce qu'en EHPAD, je pense que les protocoles de soins ont vraiment leur rôle à jouer. Nous, au niveau de la région Centre-Val de Loire, on travaille beaucoup avec l'Omédit là-dessus. Et si vous avez besoin de documents, vous verrez, j'ai fait référence dans ma partie biblio à des documents qui émanent des différents Omédit, parce que c'est important. Comme vous dites, il n'y a pas forcément un médecin sur place, mais si on fait référence à un protocole de soins, ça peut être oralement. Comme le protocole de soins il a été validé dans l'établissement, l'infirmière, elle l'applique. Tout à fait. Et donc là, ça facilite quand même les choses. Oui, c'est très important, effectivement, ces protocoles de soins. Oui. Et je pense que nous devons tous être attentifs à ce qu'ils existent, qu'ils soient connus, et que les échelles d'évaluation de la douleur soient disponibles pour les soignants. Voilà. Parce que je rappelle qu'un acte médical ne peut pas être délégué à une infirmière. Donc, l'infirmière, en plus, ou l'infirmier doit pouvoir demander au médecin toute question pour éclaircir une prescription, tout complément d'information. Alors, je vous ai remis un événement qui avait été jugé au niveau du tribunal administratif de Versailles en 2006. Donc, c'était un médecin en EHPAD qui était présent que quelques heures et qui avait dit demander aux infirmières de rédiger le renouvellement des prescriptions. Mais il n'y avait pas de protocole, voilà. Donc les infirmières à l'époque s'y étaient opposées et le médecin refusait de changer cette attitude-là. Donc le tribunal avait jugé qu'effectivement, par rapport au Code de la santé, ce n'est pas une infirmière de rédiger à l'époque, c'était en 2006, de rédiger donc une prescription médicale. Alors les choses, elles ont évolué, puisqu'en 2018, les IPA sont apparus. Et que là, depuis janvier 2025, il ne s'agit plus uniquement de renouvellement. Dans leur champ de compétences, une IPA peut rencontrer un patient et, lors d'un premier entretien, établir une prescription dans son domaine de compétences, bien entendu. Donc ça,
une IPA, c'est cher à former, hein, mais il y a aussi au niveau, actuellement, il y a des possibilités pour les établissements de santé d'avoir des aides, hein, parce que ça a été évalué, c'est quand même pas loin de 50 000 euros hein, si on prend La formation. La formation plus l'hébergement, c'est quand même une formation sur 2 ans, l'hébergement, les repas, etc. Ça dépend le niveau de prise en charge des établissements, mais des aides peuvent être données aux établissements, donc ça, je vous encourage, si vous avez des infirmières motivées, hein, à lancer cette dynamique de former des IPA. En plus, pour des infirmières qui sont très intéressées ou des infirmiers, ça peut permettre aussi, au niveau des établissements de santé, de garder des professionnels. Oui, complètement. Parce que parfois, nous avons aussi ce sujet-là. Hein, dans le turnover des équipes. Hein. C'est ça, la difficulté. Hein. Absolument. Donc, les IPA, ça peut être aussi une solution. Alors, donc, l'infirmière, elle a une prescription orale. C'est le terrain, c'est la vraie vie. Donc, l'idée, si elle a un protocole de soins validé, signé par le médecin de l'établissement, comme vous le disiez Bernard, bon, ben, elle l'applique. Donc ça, déjà, ça rend bien service. Bien sûr. En revanche, si elle n'en a pas, alors elle ne peut pas s'abstenir de prodiguer des soins. Parce que là, elle aussi, elle a un conflit, c'est une responsabilité. Absolument. Alors, elle se doit, hors urgence vitale ou psychiatrique, comme je l'évoquais tout à l'heure, par tous les moyens possibles, essayer quand même de joindre au moins un médecin par téléphone. Donc, en présence de témoins si possible, parce que comme ça, pour être sûr que les choses soient bien claires. Mais bon, la nuit, il y a... Déjà, quand on a une infirmière la nuit... C'est déjà exceptionnel. C'est déjà bien. Bon. Donc, elle peut faire appeler un médecin d'astreinte par le standard, parce qu'on peut quand même mettre en place des systèmes d'astreinte téléphonique aussi, de sécurité. Voilà. Bon. Si on est dans un EHPAD qui dépend, comme chez nous, d'un CHU, il y a un chef de service qui peut être joignable, etc. Bon. L'idée, c'est que si elle arrive à avoir un médecin au téléphone, elle lui fait répéter. Et comme ça, pour être sûre d'avoir bien compris. Et elle écrit ce qu'elle a compris. Elle le note dans le dossier de soins. Et après, elle va appliquer ce qui a été dit par le médecin au téléphone. Et puis, elle écrira un rapport circonstancié qu'elle donnera à son cadre pour après régulariser. D'accord ? Alors, il est vrai que quand on n'a pas d'infirmière de nuit, je l'évoque tout de suite. C'est notre cas. C'est votre cas, souvent. Vous pouvez faire appel à des HAD. Oui. Des conventions peuvent être mises en place avec des HAD. Donc, des conventions. Donc ça se fait déjà à plein d'endroits. Nous, on a mis ça en place à Orléans parce qu'en fait... des fois, il y a des possibilités. Quand vous avez sur un même site, ça arrive quand même dans certains EHPAD, vous avez des USLD. Hein. Donc là, l'USLD, on a une obligation d'avoir une infirmière. Absolument. Donc la nuit, cette infirmière, nous, c'est ce qu'elle fait, hein, elle va dans les étages. C'est-à-dire, si jamais vraiment on a besoin de donner un stup, par exemple, ce n'est pas l'aide-soignante. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'on a mis en place, mais là, les soignantes, on évite quand même, et c'est donc cette infirmière d'EHPAD. Pourquoi maintenir des médecins en EHPAD ? Parce qu'il y a besoin. Il semblerait que le protocole médicamenteux ne pouvait être appliqué que s'il était prescrit nominativement. De ce que je comprends, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, je réponds tout de suite à votre question, en fait, si vous pouvez, à partir du moment où vous avez un protocole de soins médicamenteux qui a été établi, signé, on peut par téléphone appeler donc l'infirmière et lui dire, après on régularise après, mais à partir du moment où l'infirmière elle a ce protocole, elle peut appliquer la prescription. On peut le faire également dans des structures telles que des prisons, hein, où vous n'avez pas forcément de médecins présents sur place toujours. Donc, il y a possibilité. Hein. Mais c'est vrai que s'il est possible d'avoir un médecin sur place, c'est mieux. Mais la nuit, si déjà dans la journée on a la nuit, il y a peu d'EHPAD où on a un médecin sur place. Hein, donc la nuit, de préférence, se référer au protocole. C'est ça. Et éventuellement, donc... Même en journée. Même en journée, oui, absolument. et sinon, joindre le médecin. Et dans ce cas-là, la prescription doit être confirmée par mail, par texto, par... Voilà, c'est ça. C'est que maintenant, on a quand même des moyens, je dirais, avec l'informatique. On peut envoyer un mail, on peut scanner le document auquel on fait référence si l'infirmière ne le retrouve pas. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que l'infirmière puisse avoir un accès aux documents. Alors, nous, je vais vous dire quelque chose de basique qui s'est passé dans notre EHPAD, c'est que les infirmières ou les aides-soignantes,
puisque je vais vous parler aussi des délégations tout à l'heure, s'est posé le souci du téléphone. Est-ce qu'on prend le téléphone personnel du professionnel? C'est pas souhaitable. Oui. Donc, il a fallu acquérir des téléphones. Des DECT, j'imagine. Des DECT, mais le problème des DECT, c'est que vous ne pouvez pas recevoir de photos dessus. C'est vrai. Donc, en fait, nous avons acquis à la fois des portables informatiques pour qu'elles puissent recevoir les prescriptions aussi de médecins à domicile. Et également des téléphones portables pour recevoir des photos ou, pareil, les aides-soignantes pour qu'elles puissent envoyer à l'infirmière de l'HAD, par exemple, en disant, voilà, moi là, je suis confrontée à une prescription, en si besoin, l'infirmière m'a préparé, je vais y revenir, mais qu'est-ce que je donne? Donc, on travaille avec les outils qu'on a à disposition maintenant, quand même. D'accord. Donc ça, c'est important de pouvoir mettre en place ces conventions. Donc, soit avec des infirmières de l'HAD, soit aussi avec des infirmières éventuellement, je crois que c'est fait en PACA. C'est exact. Avec des infirmières de nuit au niveau des SAMU. Il y a aussi cette solution. Bon, nous, on l'a envisagé sur Orléans. Pour le moment, on n'a pas pu la mettre en place, mais il y a des SAMU où vous avez des infirmières qui vont donc être joignables et qui vont pouvoir venir sur site s'il y a besoin pour administrer des médicaments. On nous pose la question, donc il n'est pas nécessaire que le médecin ait donné sa prescription dès lors que celle-ci est contenue dans le protocole. Oui, parce que dans le protocole de soins, j'y reviendrai, par exemple, vous allez prescrire un antihypertenseur en fonction d'une tension qui a été mesurée. Ça peut être un antidiabétique en fonction, enfin une insuline en fonction d'un résultat. Donc vous voyez, dans votre protocole de soins, il faut que ce soit validé, formalisé. Alors s'il y a un comité du médicament, vous pouvez faire dans votre établissement, vous pouvez faire valider par le comité du médicament et des dispositifs médicaux, mais sinon vous pouvez faire valider par les ARS aussi. Il y a des établissements qui font valider. Il y a des OMEDIT, puisque vous avez un OMEDIT dans chaque région. L'OMEDIT, nous par exemple, on valide des protocoles aussi bien pour les urgences. Là, on a validé un protocole pour les chariots d'urgence et les médicaments d'urgence. Donc là, après, l'établissement fait référence à ce document-là. D'accord. Si la prescription est, je dirais, inscrite sur l'ordonnance, c'est-à-dire que si par exemple il y a donc la délivrance d'un antihypertenseur sur une tension qui est supérieure à 160/90 par exemple, c'est suffisant, donc il n'y a pas besoin d'autres éléments. Ça a été validé. Après, ce qu'il faut là pour le coup, c'est qu'il y ait une infirmière qui mesure cette tension et elle tracera, parce qu'il faut qu'elle trace dans le logiciel ou un document papier, qu'elle a appliqué, qu'elle a donné des médicaments en fonction du protocole de soins qui avait été établi. D'accord. Mais après, il faut qu'elle le trace. Tout à fait. Alors, on a aussi, Isabelle, une question. Donc, quelle modalité de communication utilisez-vous pour la transmission d'ordonnances? Messagerie sécurisée sur le téléphone? Parce que je crois que, effectivement, ça serait mieux d'avoir une messagerie sécurisée. Mais est-ce que la messagerie du téléphone est suffisante? Alors, bon, si on peut avoir une messagerie sécurisée, c'est sûr que c'est mieux. Après, honnêtement, nous, parfois, on transmet des photos d'ordonnance. L'ordonnance est prise en photo. On n'a pas toujours une ordonnance sécurisée, une messagerie sécurisée qui fonctionne. Mais on essaie, c'est mieux. C'est mieux. Mais c'est vrai que sur un portable, en particulier, c'est pas très facile. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a mis aussi en place des portables, des PC. Des petits PC portables, parce que là, pour le coup, ça fonctionne par messagerie sécurisée. Et des professionnels, aussi bien infirmières qu'aides-soignantes, ont une adresse perso sur la messagerie sécurisée. Très bien. Une autre question du docteur Finot. Donc, vous recommandez de ne pas utiliser les protocoles antalgiques en si besoin. Je pense qu'effectivement, ce que vous avez dit, Isabelle, c'est qu'effectivement, on peut utiliser ces protocoles de soins, si je vous ai bien suivi. Et à partir du moment où il y a eu une évaluation à l'aide d'une échelle validée, donc l'infirmière est en mesure de délivrer le médicament. Pourquoi j'ai dit ça? C'est par rapport... Alors, on peut tout à fait avoir des protocoles en si besoin si on a des infirmières, puisque l'infirmière, elle est habilitée à aller dans l'armoire, chercher un stup, etc. Je me suis mal exprimée tout à l'heure. En revanche, si vous êtes dans une structure où la nuit, vous n'avez pas d'infirmière, mais vous êtes avec des aides-soignantes qui ont une délégation pour administrer des médicaments, elles ne pourront pas administrer des stupes. Elles pourront administrer des médicaments qui auront été préparés par l'infirmière en journée. Je vais y revenir. Donc, si vous voulez, dans les établissements où la nuit, vous n'avez pas d'infirmière, sécuriser le plus possible vos pratiques. L'idéal, c'est de supprimer au maximum les si besoins.
Parce que là, donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure, c'est par rapport à une administration de nuit qui devra être réalisée par des aides-soignants. D'accord. 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 Bien évidemment, toujours ça n'est pas toujours facile parce qu'il peut y avoir un médecin traitant qui s'oppose au protocole établi dans l'EHPAD. Hein, donc, Oui. heureusement, j'espère que ce n'est pas une situation qui est très fréquente. D'ailleurs, je pense qu'en règle générale, nos amis généralistes, finalement, sont peu présents en matière de protocole. Et c'est vrai aussi qu'il peut y avoir des protocoles qui ne sont pas évidents à écrire, hein, parce que c'est vrai Tout à fait. encore faut-il que cette douleur soit connue. Complètement. Je pense qu'on parle plus, dans notre propos, de la douleur, par exemple, d'un patient en fin de vie, avec éventuellement une pathologie cancéreuse, dont on connaît l'étiologie. Si l'étiologie d'une douleur apparue de façon récente n'est pas évidente, je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut solliciter donc, le médecin ou le service donc, des urgences, bien évidemment. Et après, j'imagine que les EHPAD ont des conventions à minima avec SOS Médecins, local ou... De moins en moins, malheureusement. De moins en moins, souvent, vous avez parfois des difficultés dans vos régions. Très souvent. C'est vrai que nous, on a la chance sur Orléans, sur le Loiret ou la Centre-Val de Loire, on n'a pas de soucis. Malheureusement, beaucoup d'établissements, je pense une majorité, n'ont pas de système de permanence des soins. Et donc la régulation se fait par le centre 15. Et il y aura deux options finalement. Ça sera soit de laisser le résident donc, dans l'établissement en l'attente d'une évaluation ultérieure ou d'une évacuation avec tous les risques que ça peut comporter. C'est pour ça que notre situation effectivement est sûrement compliquée. Et variable. Alors effectivement, là je change de casquette. Je suis conseillère municipale dans ma commune et c'est vrai qu'on a des zones avec des déserts notamment. Et là, dans un endroit à la limite du Loiret et du Loir-et-Cher, l'hélicoptère n'est jamais tant passé au-dessus de la ville que depuis qu'il y a momentanément, là on n'avait plus de médecins, ça y est, la situation a été réglée, mais c'est compliqué. Un EHPAD sans médecin, parfois la solution effectivement c'est d'appeler le 15 et on envoie l'hélicoptère. Et oui, c'est ce qui malheureusement est le plus en plus Et donc le cas. là, après, écoutez, on teste, il y a des conventions qui sont établies avec des médecins salariés, avec des nouvelles mesures qui sont mises en place par le gouvernement. Ce ne sont pas des maisons de santé, ce sont des médecins qui sont salariés et ça c'est à l'essai dans certaines régions. Nous, ça a marché. Là, à Ozoir-le-Marché, ça a fonctionné. Et on a une médecin qui a quitté la région parisienne au moment du Covid et qui finalement s'est installée là. Mais qui est salariée avec une personne administrative qui est salariée. Et donc, elle est médecin généraliste et en même temps, elle va à l'EHPAD. Oui, tout à fait. Mais c'est le médecin des soins. Donc, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est susceptible de se développer de plus en plus. Clairement. Alors, donc, je vais passer très vite. C'était pour vous rappeler que vous devez définir dans les établissements des listes de médicaments à risque. Surtout que, donc, comme maintenant, vous êtes soumis à la certification. Alors, si vous avez besoin, moi, je vous ai mis là, par exemple, ce qu'on a défini au niveau du CHU d'Orléans. Moi, je tiens à disposition tous les documents que je vous présente. N'hésitez pas, vous aurez mes coordonnées. Vous m'enverrez des mails. Si vous avez besoin, je peux vous transmettre des outils. On fonctionne beaucoup, nous, comme ça, au niveau de l'Omédite, de le Centre Val de Loire. Quand on est en CHU, forcément, on a plus de moyens. Et on a une commission gériatrie à laquelle j'appartiens. Et on fournit des documents, le CHU de Tours, nous, Blois, enfin les autres établissements. Et comme ça, on fait après les différents EHPAD de la région, les CH, peuvent piocher dans le pot commun et donc je tiens à disposition. Donc je vous rappelle, vous devez établir donc votre liste de médicaments à risque. Là, moi j'ai focalisé par exemple sur le méthotrexate Péros que vous pouvez avoir en EHPAD. Avec donc à chaque fois vous devez définir comment vous sécurisez au niveau de l'approvisionnement. Donc soit par une pharmacie d'officine, soit il y a une pharmacie à usage intérieur. La prescription, donc je l'ai renoté des protocoles informatisés dans les logiciels dans la mesure du possible. Les codes couleurs, c'est parce que chez nous, tout ce qui est vert, ça veut dire que c'est bien calé. Quand il y a du orange, c'est que ce n'est pas encore tout à fait bien calé. Après la dispensation, est-ce que c'est du nominatif? Est-ce qu'on prépare des piluliers? Donc, parce que vous avez de plus en plus d'EHPAD avec un approvisionnement qui vient de pharmacie d'officine ou de pharmacie hospitalière avec donc du nominatif, souvent préparé à la semaine ou à la quinzaine. Ou au mois. La détention dans les services, comment ça se passe, et puis comment vous sécurisez pour administrer. Donc voilà, je vous ai mis les antiarythmiques par voie orale, et puis les anticoagulants. Voilà, donc des classes pour lesquelles... Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous me redemanderez, d'accord ? Alors,
Les Never Event, c'est pareil, je passe assez vite, mais je vous rappelle que dans les établissements de santé, vous devez sécuriser. Ce sont des événements qui ne doivent plus arriver. Ce sont des événements évitables, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. On a quand même encore beaucoup trop d'événements qui surviennent. C'est quand même à peu près 60 000 morts par an dans les établissements de santé en général. C'est énorme. Évitable, énorme, énorme. Donc, les produits de santé à risque, alors il y a les interventions chirurgicales, donc ça on n'est pas concerné, mais en revanche, les médicaments, ce sont les anticoagulants et l'insuline, par exemple. Donc, ça ne devrait jamais survenir si on avait mis en place des mesures adéquates. Donc, par exemple, je vous ai remis, vous voyez, c'est les erreurs d'insuline, confusion rapide, lente. Avant, vous aviez des insulines, c'est ce qu'on m'a dit l'autre jour quand on faisait un atelier de simulation. L'infirmière me dit, oui, mais avant, ça s'appelait Novolante, ça s'appelait Acte rapide. Oui. Donc, c'était facile de savoir l'insuline qui était rapide, qui était lente. Maintenant, vous avez des noms comme Tougéo, enfin voilà. Oui, donc, les noms, c'est plus tellement facile. Donc, attention pour l'infirmière et même pour le médecin qui prescrit sur des nouvelles insulines. Les anticoagulants. On a eu beaucoup de problèmes et on en a encore avec des patients qui ont à la fois des AVK et les nouveaux anticoagulants NACO type Pradaxa et autres. Donc attention. Et puis des erreurs d'administration sur le méthotrexate oral. Oui, donc, je crois que j'ai eu connaissance de décès liés au fait que le méthotrexate était donné tous les jours. Tous les jours au lieu d'une fois par semaine, oui, malheureusement. Oui. Donc tous les jours, c'est-à-dire c'est pourtant écrit sur le carton de la boîte que c'est une fois par semaine. Tous les établissements, pratiquement, ont connu ou... alors, parfois, ça ne s'est pas su, mais maintenant, donc ça, il faut vraiment sécuriser. Alors bon, quand vous avez une pharmacie qui vous fabrique des piluliers, que ce soit une pharmacie d'officine ou une pharmacie hospitalière, l'idéal, c'est qu'il n'y ait plus de méthotrexate dans les services et que ce soit l'établissement qui vous prépare les médicaments, qui vous envoie toutes les semaines, qui suivent. Oui, tout à fait. Ce n'est pas à l'infirmière de gérer ça. C'est le cas généralement, mais il semblerait même qu'il y ait des pharmacies qui puissent, parce qu'il y a normalement une relecture de l'ordonnance par le pharmacien et une analyse de la prescription. Oui, tout à fait. Et donc c'est pour ça que c'est mieux que ce soit la pharmacie qui gère, que ce soit une pharmacie d'officine ou une pharmacie d'hôpital, et qui envoie la veille de l'administration. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Absolument. C'est mieux. Donc, je vous ai remis aussi sur les dispositifs médicaux, puisque depuis 2 ans, on a également pour les dispositifs médicaux des précautions à avoir. Alors, notamment les escarres. Attention aux escarres, suivant les dispositifs qu'on utilise. Et puis après, écoutez, vous pouvez avoir sur de la perfusion, j'y reviendrai tout à l'heure, des précautions à prendre. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu la liste. Je ne veux pas développer, vous avez sûrement des questions. Voilà. Bon, alors, la préparation. Donc, je rappelle, l'idéal, pour nos collègues paramédicaux qui sont à l'écoute, l'idéal, c'est d'être au calme, avec une zone dédiée, porte fermée sans téléphone, et lutter contre les interruptions de tâches. Alors, vous verrez à la fin, je vous ai mis en référence un film que je trouve super, qui a été fait. L'Omédite de Normandie a beaucoup travaillé, ils ont fait des petits films qui sont super. Et nous, on travaille avec nos EHPAD, régulièrement on y va, on leur fait des formations. Et notamment là, on a travaillé, en mois de janvier, on a fait une journée avec mes collègues sur les interruptions de tâches. Donc on a remontré des films parce que ça montre bien. C'est important parce que voilà, en EHPAD, vous êtes sollicité, vous avez les patients déments qui passent, qui vous sollicitent, ils viennent vous dire bonjour, ils vous posent des questions, les familles, l'après-midi, les collègues. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est quelque chose de très important. Et je pense que j'imagine qu'il y a donc parmi les personnes connectées, éventuellement des directeurs d'EHPAD, et leur rappeler à quel point c'est important que cette préparation, elle soit faite directement à la pharmacie, sous la forme de sachet ou autre, ou que si elle est faite dans l'établissement, qu'il y ait je dirais, les personnels soignants en nombre suffisant pour qu'il puisse y avoir un détachement d'une infirmière qui soit effectivement au calme dans une zone dédiée, parce que le risque d'erreur est effectivement très important. Alors, ce qui marche bien, certains établissements l'ont mis en place,
c'est ce qu'on appelle les gilets jaunes. C'est-à-dire que la personne qui prépare, elle a un gilet jaune, comme vous avez dans votre voiture, hein, les mêmes. Oui. Et voilà, soit elle peut fermer la porte et s'isoler, parce que comme vous le dites, Bernard, il y a suffisamment de personnel. C'est ce qui devrait être la norme d'ailleurs. Tout à fait. Mais la réalité, on aimerait bien tous habiter en théorie, mais on habite dans un pays qui s'appelle réalité. Et donc, voilà, si au moins avoir ce gilet jaune, parce que même par rapport au patient, le patient dément, il voit quelqu'un avec un gilet jaune, il y a quand même un geste de recul. Absolument. Moi, pour l'avoir vu dans les EHPAD où je vais, excellente idée. Voilà, ça peut être voilà. Alors, je vous ai rappelé juste par rapport aux interruptions de tâches. Si jamais vous avez des interruptions de tâches, là, c'est la coordonnatrice de la gestion des risques qui vous parle. Ça arrive. On en a tous, des coups de fil, etc. Pensez bien, dans la mesure du possible, vous vous dites, bon, ok, là, ça peut être important, l'interruption de tâche. Ça peut être parce qu'il y a un patient qui ne va pas bien dans une chambre, etc. Ou un problème perso aussi. Ou un problème perso, oui, voilà. Ça alors, quand même, quand on fait... Alors, comme je dis souvent, dans nos établissements, il n'y a pas le feu tous les jours non plus. Hein. Donc, parfois, on est tous comme ça, c'est humain, on pense qu'il y a une urgence. Or, si on réfléchit bien, ce qu'on a demandé à notre collègue n'est pas forcément si urgent que ça. Donc, apprenez à dire non et apprenez à accepter le non. C'est-à-dire que, voilà, vous avez le droit de ne pas être disponible pour toutes les sollicitations que vous avez. Pareil pour les médecins. C'est vrai. Moi, je dis ça à mes collègues médecins. Ils aiment bien quand je leur dis ça. Je suis la première, j'évite d'appeler mes collègues. J'envoie plutôt des mails ou des SMS. C'est vrai. Parce que voilà, bon, donc, on apprend à dire non. On apprend aussi à recevoir le non. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit non qu'il ne vous aime pas. C'est parce qu'il est peut-être occupé à faire quelque chose d'important et que voilà, il ne peut pas être interrompu. Alors, au début, moi, quand j'ai mis ça en place dans la pharmacie, je vous assure, je ne me suis pas fait que des amis. Mais maintenant, c'est monnaie courante. Mais 10 ans après. Donc, ça nécessite aussi une éducation. Bon, donc, c'est pour ça que nous, avec ma collègue qui travaille avec moi sur la qualité à l'hôpital, on va régulièrement dans les services auprès des infirmières, des médecins, des internes. Il faudrait qu'on puisse le faire auprès des familles. Mais moi, j'ai demandé notamment au niveau du standard de l'hôpital, je voudrais qu'on arrive à avoir par exemple des tranches horaires où les familles peuvent appeler. Oui, tout à fait. Parce que vous êtes très dérangés. Alors, si vous n'êtes pas là beaucoup, en plus dans un EHPAD, et que quand vous êtes là, vous êtes dérangé pour des choses futiles, c'est pas possible. Ce qu'on fait, on essaie de faire des demandes de rappel. Des demandes de rappel, tout à fait, sur nos téléphones, notamment les DECT que vous évoquiez tout à l'heure. Moi, parfois, je renvoie mon téléphone sur une secrétaire et aux infirmières, notamment quand on leur a fait la formation et aux aides-soignantes le jour sur les interruptions de tâches, c'est ce qu'on leur a dit. Vous avez le droit de temps en temps de renvoyer votre téléphone. Il ne faut pas que ce soit permanent, mais voilà. Donc, si jamais vous avez une interruption de tâche, je vous l'ai remis quand même, il faut vous poser la question, est-ce que je reviens à ce que je faisais initialement ? Est-ce que je fais le point de ce que j'étais en train de faire ou est-ce que je peux réenchaîner ? Mais souvent, il faut quand même se reposer la question d'où on en était. De se remettre à la bonne place. Voilà. Alors, donc, bon, là, je vais passer assez vite puisque c'est des choses que vous connaissez, mais je voulais vous rappeler, attention, quand vous êtes face à une prescription, le médecin qui reprend une prescription d'un collègue, une infirmière qui est en train de lire une prescription, il faut bien identifier la prescription en faisant attention aux molécules prescrites. Notamment un événement qui arrive souvent, c'est amoxicilline toute seule par rapport à amoxicilline plus acide clavulanique. C'est un antibiotique que vous utilisez beaucoup. Et ça, c'est une erreur assez classique. Et je rappelle que l'acide clavulanique chez un patient qui a une insuffisance rénale, ce n'est pas l'idéal. Les noms aussi qui se ressemblent, les Remembers-like, donc vous voyez Xanax, Zatral, lévofloxacine, lévétiracétam, alors ça c'est un grand classique. Donc, à la fois pour le prescripteur, si vous avez des logiciels, par exemple, avec des médicaments qui défilent, on peut avoir des erreurs de frappe. Moi, l'autre jour, en EHPAD, j'ai eu une erreur sur du Risperdal 4 mg et du Risperdal 1 mg. Ma collègue gériatre m'appelle en me disant « Isabelle, je me suis trompée, j'ai prescrit du 4 au lieu du 1 » et elle voulait un demi-comprimé et l'erreur, elle est allée jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle se trompe en prescrivant et puis nous, on a mis un demi-comprimé, mais en fait, elle voulait un. Demi de 1. Un demi de 1, oui, c'est pas pareil. Mais comme elle n'avait pas écrit 0,5 mg, nous, on a préparé le pilulier, on a mis un demi de 4. Voilà. Et voilà. Bon, la patiente, une fois, elle a eu 2 mg au lieu de 0,5. Voilà, c'est quand même pas tout à fait pareil. Et puis, vous voyez, je vous ai mis ce passe-fond, ce tableau, enfin voilà. Les prescriptions en si besoin, que nous évoquions tout à l'heure, donc c'est important si soit vous avez un protocole de soins, soit effectivement au moment où vous represcrivez, donc
manuellement ou dans votre logiciel. Vous pouvez aussi prescrire, par exemple, paracétamol 1 gramme par 8 heures, mais si et seulement si le N, votre échelle de la douleur, est supérieure à 4, voyez. Oui, donc. oui, tout à fait. Et là, l'infirmière, elle a l'outil pour préparer, et comme ça, l'aide-soignante qui peut éventuellement avoir délégation, elle saura aussi si l'infirmière lui a noté, puisqu'elle est formée, si elle a délégation quand même, à un minimum, elle saura qu'elle doit donner ou pas le paracétamol. Oui, tout à fait. D'accord. Pour simplifier les choses, quelquefois, lorsqu'on a une préparation, une PDA, il y a un sachet vide avec justement la prescription éventuelle. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc après, si vous avez le droit de ne pas connaître les médicaments, hein, moi il y en a tous les jours que je vois arriver des prescriptions que je ne connais pas, on cherche, il y a des logiciels, il y a l'intelligence artificielle qui nous envoie des informations, il y a les logiciels de prescription, et puis on a des outils, voilà, le Vidal en ligne, différents outils, les classes, les Thériac, Claude Bernard, voilà. C'est peut-être aussi le rôle du médecin coordonnateur, justement, d'expliquer ça à son équipe, afin qu'il puisse, je dirais, prévoir d'éventuels effets secondaires. Voilà, ou des questions. Voilà. Alors, les contre-indications, alors ça vaut quand même le coup de les rappeler régulièrement, ou au moins de mettre des outils à disposition. Vous voyez, tout à l'heure, je pourrais vous faire parvenir, j'évoquais les Never Event, par exemple. Nous, ce qu'on a fait, alors il y a 2 ans, j'avais fait, c'était une fois par semaine, avant Noël, vous voyez, un espèce de calendrier de l'Avent. Puis cette année, on l'a refait avec, vous voyez, une petite signalétique un peu amusante. Et après, comme ça, dans les équipes, ils l'impriment, ils le mettent, ça reste dans les salles de soins. Et ça permet à une infirmière, elle a une question, elle se dit, tiens, là, oui, les anticoagulants, hop, je vais regarder la fiche. NACO, AVK, oui, pas en même temps. Je n'associe pas des bêta-bloquants avec de la noradrénaline. Tout à fait. Alors, normalement, ces erreurs devraient être évitées avec nos logiciels actuels. Tout à fait. Qui, théoriquement, nous donnent les incompatibilités de prescription. Oui, mais alors, le problème des logiciels, c'est que si trop d'infos tue l'info. C'est vrai. Est-ce que quand vous prescrivez, et ça, attention aussi dans vos établissements, si vous avez trop de pop-up qui apparaissent, trop de données comme ça, il faut vraiment que vous demandiez à avoir l'informatique qui vous canalise tout ça. Eh bien, on va avancer un petit peu pour avoir le temps de faire l'ensemble des diapos. Donc, préparez, je vous ai remis les règles de base, intramusculaires, les volumes, etc. Donc là, c'est pour les prescripteurs. Et puis pour les infirmières, si elles se posent des questions, notamment, surtout bien assurer la rotation des sites d'injection. Et quand vous faites une sous-cutanée, surtout, vous prenez un cathéter 22 souple et pas des épicraniennes. Bien sûr. Quand vous préparez en IV, c'est pareil, pensez à la purge à l'envers. Donc, je vous ai remis le principe. L'idée, c'est de mettre à l'envers et de faire chasser l'air. On n'y pense pas toujours. Donc, c'est pour ça que je la remets, parce que moi, la question, elle m'est souvent posée. Et puis, pensez aussi aux médicaments photosensibles pour les infirmières. Et l'étiquetage, c'est pareil. Ça aussi, là, toujours par rapport à la certification. Et puis, si jamais on a une aide-soignante qui surveille quand même les administrations, c'est plus facile pour l'aide-soignante de regarder l'étiquette si déjà tout est bien noté dessus. Absolument. Bon, je vous ai remis les collyres, les inhalations, les règles. C'est un flacon par personne, toujours bien identifié avec le nom du patient, on y reviendra. Et surtout bien respecter, que ce soit les collyres, l'inhalation, les pommades, les règles de conservation. On ne met pas sous une fenêtre. C'est tout bête, mais voilà. Broyage. Alors, j'insiste un petit peu sur le broyage. Tout n'est pas broyable. Tout n'est pas broyable. Et le broyage est une prescription médicale. Donc, après, vous avez des alternatives. Il y a des gouttes, il y a d'autres formes. Donc, attention, si vous broyez aussi, on évite de mélanger les poudres. Donc, on évite. Mais si vous préparez extemporanément, vous pouvez tout à fait broyer tout ensemble avec des systèmes de broyage. Je vous ai mis une photo du système que nous, on a, qui est pas mal, parce qu'en fait, si vous êtes livré en sachet, que vous évoquiez tout à l'heure, et que le robot qui vous envoie les sachets, vous avez tout globalisé pour un patient lors de prise ensemble dans le même sachet, vous écrasez directement dans le sachet, c'est pratique, mais ça doit être administré extemporanément, parce que sinon, vous pouvez avoir des interactions médicamenteuses. Donc, on peut tout écraser en même temps. Mais donner tout de suite. À condition que ce soit donc, il faut avoir sur le chariot de soins. Sur le chariot. Voilà, l'infirmière a son système de broyage sur son chariot de soins et comme ça, elle donne tout de suite. Et si vous avez alors,
on doit porter des gants hein, dans la mesure du possible si on broie dans un petit mortier ou autre, voire des masques. Moi, j'ai eu une fois un infirmier qui était asthmatique et avec des poudres, il y avait un peu d'inhalation et ça posait souci. Donc, on peut avoir des patients qui aient des masques à porter. Hein. Absolument. Et vraiment, le broyage, c'est au plus près de l'administration. Donc là, c'est pareil. Parfois, ce n'est pas forcément évident. Mais vraiment, et puis identifiez bien les médicaments que vous broyez. Donc, je vous ai remis la mise à jour de février de la liste de l'Omédic Normandie qui est très bien faite. Hein. Ça, voilà, vous pouvez vous y référer. Si vous avez un patient qui a une sonde nasogastrique, attention, hein, là, la prescription c'est réalisée en milligrammes et vous convertissez ensuite en gouttes ou en millilitres, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bug. On en a de moins en moins, parce que ça peut être trop de soucis. Oui, c'est compliqué. Et je rappelle que tout ce qui est perfusable n'est pas absorbable per os, parce que parfois, ça peut avoir une destruction au niveau de l'estomac ou au contraire être agressif. Hein. Et l'administration peut être réalisée par un aide-soignant, dans le cadre d'une collaboration d'aide à la prise. Donc, l'administration sera toujours sous la responsabilité de l'infirmière, mais en revanche, c'est l'évolution de la loi parce que on manque de personnel et puis on a de plus en plus de personnes qui sont à la fois à domicile ou en EHPAD avec des problèmes de personnel. Donc, il peut y avoir un accompagnement pour l'infirmière peut être aidée par une aide-soignante qui va être formée pour donner des médicaments qui auront été préparés par l'infirmière. Ce n'est pas l'aide-soignante qui prépare les médicaments. Tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. L'administration est faite par l'aide-soignante et certains logiciels prévoient donc au moment de la prescription qu'on puisse mettre acte de la vie quotidienne. C'est ce que j'ai noté, tout à fait. Et alors, mais en revanche, pas pour des injectables ou des stupéfiants. Absolument. Donc, c'est donc là, après, il y aura le libellé de la prescription. Le médecin juge quand même s'il peut y avoir délégation. Oui. À partir du moment où il a accepté, l'info elle est donnée par le prescripteur qui précise médicament par médicament s'il accepte qu'il y ait délégation. Et il y a là encore des protocoles de soins qui ont été élaborés. Donc, l'IDE a créé l'acte dans le logiciel d'aide à la prise de médicaments. Et puis, elle peut noter l'heure, elle peut rentrer des renseignements pour aider l'aide-soignante à la prise. Alors, je rappelle que l'aide-soignante ou l'aide-soignant en gériatrie qui administre les médicaments dans des gobelets nominatifs ou des petites coupules en plastique avec un couvercle. L'idéal, donc pour ces formes orales, sèches, les sachets, les patchs qui peuvent être, c'est que ce soit préparé dans des piluliers nominatifs. Comme ça, l'aide-soignante, elle prend le pilulier et elle administre. D'accord. Directement au résident. On évite au maximum la prise au self. Si on ne peut pas faire autrement, enfin à la cantine, la prise dans au moment des repas. Si jamais c'est impossible en chambre, qu'il faut prendre lors des repas, on ne laisse surtout pas sur des plateaux. D'accord. Parce que nous, on a eu plusieurs fiches d'événements indésirables dans nos EHPAD. C'était posé sur le plateau. Vous verrez, c'est ce qu'on voit aussi dans le film dont je vous ai mis en référence. Eh ben, il y a les patients qui passent et puis ils prennent et puis ils ont des troubles cognitifs. Donc jamais laisser sur les plateaux parce que risque d'être absorbé par quelqu'un d'autre ou pas du tout d'ailleurs. Ou pas du tout. Ou pas du tout, bien sûr. Hein, d'accord. Pareil j'imagine pour le broyage et mise dans le café au lait parce que finalement on ne prend ni le café au lait ni le médicament. Oui. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui prend. Qui le prend. Voilà. Donc si vous avez aussi des médicaments en dehors des repas, ça peut arriver. Hein. Pour le Parkinson par exemple. Parkinson, voilà. Donc là, l'infirmière, elle le notera sur la cupule à quelle heure l'aide-soignante doit donner. Et c'est ensuite l'aide-soignante qui dira à l'infirmière si le médicament a bien été pris, s'il n'a pas été pris, pourquoi. Et c'est l'infirmière qui tracera dans le logiciel. Tout à fait. Voilà. Donc, pour les collyres, les pommades, les crèmes, effectivement, l'aide-soignante, elle fait comme l'infirmière. Hein, elle laisse sur le médicament la date d'ouverture. L'idéal, c'est aussi d'inscrire la date de péremption. Elle prévient le médicament quand l'infirmière, quand ça arrive à la fin du flacon ou du tube, pour que l'infirmière en recommande. C'est ça. Voilà. Hein. Oui, avec un temps suffisamment important pour qu'il puisse y avoir une préparation et que ne pas le signaler le jour où le tube est terminé. Parce que parfois c'est compliqué. C'est compliqué, surtout vendredi. Donc voilà, et puis donc je répète, pour les 6 besoins, petit à petit, si on peut les remplacer par des protocoles infirmiers, c'est mieux parce que comme ça, l'aide-soignante, la nuit, elle n'est pas embêtée. Absolument. Mais l'infirmière, elle aura tout préparé et l'idéal, c'est d'avoir ça pour les aides-soignantes, soit dans une petite armoire sous clé. Nous, on a mis des petits coffres. Ça évite comme ça à l'aide-soignante d'aller dans l'armoire à pharmacie où ça peut toujours être compliqué. Ça peut être toujours un petit peu difficile. Donc là, on a une petite armoire dédiée et l'aide-soignante va chercher dans ce petit coffre. Isabelle, une question intéressante. Donc, toutes nos aides-soignantes ne sont pas diplômées.
Donc, est-ce que ce que vous venez de dire peut s'appliquer à une aide-soignante, enfin, du moins à une personne non diplômée? Ah non, normalement, c'est parce C'est qu'en ça. fait, les aides-soignantes, dans les textes, donc il y a une aide à la prise qui peut être faite, mais il est bien dit que les aides-soignantes doivent être formées à cette aide à la prise. Oui. C'est-à-dire, elles sont validées quelque part. C'est pas Mhm. toutes les aides-soignantes d'emblée. Une aide-soignante intérimaire qui arriverait, on ne peut pas lui demander. Elle peut après dire, non mais attendez, moi je ne suis pas formée à ça, je ne Oui. le ferai pas. Oui, oui, Elle je a le comprends. droit. Je comprends. Donc effectivement, et une étudiante ou quelqu'un qui n'est Mhm. pas diplômé, non. Non, non. D'accord. Par ailleurs, donc, est-ce que l'aide-soignante peut broyer les médicaments la nuit lorsqu'il n'y a pas Oui, d'IDE? oui. Pas de souci Oui, particulier. oui, c'est D'accord. à partir d'un protocole, et c'est même mieux parce que ça permet d'administrer le produit qui est broyé extemporanément. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a eu les consignes qui lui sont laissées par l'infirmière. Oui. L'infirmière a préparé le médicament, par exemple, dans la cupule, et l'aide-soignante n'a plus qu'à le broyer pour le donner au patient. D'accord. J'avais une question de Hervé qui demandait donc qui valide l'administration par l'aide-soignante. Donc c'est l'infirmière Oui. qui valide une fois que l'aide-soignante Voilà. D'accord. Alors, Tout le à lendemain fait. matin. Alors, c'est là où, parfois, dans les équipes, il faut bien organiser les choses parce que vous pouvez avoir une infirmière qui a préparé les médicaments, une aide-soignante qui administre la nuit, et le lendemain, c'est une autre infirmière. Et nous, on a déjà vécu ça où l'infirmière, le lendemain matin, dit « Ah non, mais moi, je ne valide pas quelque chose que je n'ai pas préparé ». Donc, il faut aussi se dire que dans les soins, parfois, on a des médicaments préparés la nuit par une équipe, et puis le lendemain matin, l'infirmière, c'est une autre infirmière qui arrive et puis qui reprend les dossiers. Oui. Donc ça, il faut bien le définir et expliquer aux équipes, là encore, qu'effectivement, l'infirmière, le lendemain matin, qui valide, ça correspond à une autre infirmière. À moins que vous ayez mis en place, par un système de messagerie sécurisée, le fait que vous avez, par exemple, une organisation avec une infirmière qui est dans un USLD et qui valide à distance. C'est ce qui se passe dans l'EHPAD qui est à 3 km. Oui. Et là, c'est par photo ou des systèmes comme ça. Il faut vous bétonnier tout à fait. bien vos Je crois qu'il faudrait organisations. qu'on réfléchisse à ça parce qu'effectivement, donc, nous avons souvent des tablettes informatiques sur lesquelles on peut valider la prise, mais est-ce que l'aide-soignante est amenée à le faire? Donc, il faudra qu'on y réfléchisse. C'est pas l'infirmière, voilà. Oui, tout à fait. L'aide-soignante. Est-ce que les AS ont la capacité à mettre en place donc, une prescription médicamenteuse relevant d'un protocole? Par exemple, donc, en cas d'hypertension artérielle, donc, est-ce que si l'aide-soignante donc, a connaissance d'une poussée tensionnelle, est-ce qu'elle peut délivrer le médicament qui est prévu au protocole? C'est-à-dire qu'il faut que l'infirmière l'ait préparé. Oui, mais ça, si c'est, je veux dire, dans le cadre d'urgence. Ah non. Non. Non, là, non, parce qu'en fait, il faut que le médicament soit... L'aide-soignante ne peut qu'administrer les médicaments. Elle ne peut pas aller chercher dans l'armoire un médicament qui aurait été... Donc, voilà. du coup, dans ce cas-là, elle ne peut pas mettre en service le protocole. Non, et c'est pour ça qu'il faut avoir une convention avec éventuellement une HAD, ou, parce que là, effectivement, vous êtes avec l'obligation... C'est pour ça qu'il faut limiter au maximum les 6 besoins la nuit. Et oui, donc HAD ou infirmière de nuit. Hein, voilà. Donc, tout à fait. Alors, c'est vrai aussi que ces protocoles ne sont pas toujours faciles à faire accepter par nos confrères généralistes et effectivement, donc c'est ce que dit un de nos auditeurs qui m'explique que les médecins généralistes ont refusé de valider donc des protocoles de surveillance des INR avec heureusement le fait qu'avec les NACO, donc nous avons beaucoup moins d'antivitamine K à surveiller. Hein. Tout à fait. Voilà, donc ensuite, bon, les problèmes, je passe très vite, hein, tout ce qui est identitovigilance, allergie, donc vous connaissez ça. Hein. Alors, on a des patients qui peuvent être encore acteurs de leur prise en charge, mais en EHPAD, malheureusement, on a parfois, avec les gros troubles cognitifs, des difficultés. Et puis, je rappelle aussi que pour les traçabilités, maintenant, il existe, puisque vous m'aviez posé la question, vous voyez, nous, on a nos étiquettes avec des codes barres qui permettent aussi de scanner et de gagner du temps pour les tracer les administrations. C'est le cas aussi sur ces fameux sachets. Hein, donc, voilà, tout à fait. Absolument. Donc, et bien évidemment, le protocole s'applique à l'ensemble des résidents et n'est pas, je dirais, je veux dire que les protocoles s'adressent à l'ensemble de la communauté qui est hébergée dans l'établissement. Ah oui, et pas de façon nominative pour un résident. Hein. Ah non. Un protocole de soins qui est mis en place, après, on dit, Monsieur Dupont, il en a besoin, Monsieur Test, il en a besoin, Madame Durand en a besoin. Le médecin le dit oralement et après, il le tracera quand il arrivera le jour où il sera présent. Puisque en fait, tout ce qui a été validé oralement, je rappelle, hein, doit après être revalidé quand même et tracé par écrit. Bien sûr. On a également une question sur les protocoles de la douleur, précordialgie, syndrome abdominal.
Je pense qu'effectivement, il est difficile de mettre en place des protocoles spécifiques et c'est peut-être plus, je dirais, une problématique de gestion de l'urgence en elle-même, de savoir qu'est-ce qu'il faut hospitaliser, quels sont les résidents qu'on peut garder, comment on appelle le médecin de garde ou les services d'urgence, plutôt que d'avoir une réponse médicamenteuse qui n'est pas documentée par une recherche étiologique. Clairement, clairement. Il y a un moment où il faut passer le relais, effectivement, quand même. Et c'est là où il y a besoin de médecins. Initialement, on avait une question, est-ce qu'il y a besoin de médecins en EHPAD? Oui, il y a besoin de médecins, nous sommes tous d'accord malheureusement. Voilà. Et effectivement, donc, les prescriptions ont aussi besoin de Serestat ou de Risperdal. Effectivement, il est peut-être plus difficile d'avoir une échelle décisionnelle. Et là, on est dans ce cas peut-être plus dans du subjectif par rapport à la personne qui est au contact, au chevet du résident. Tout à fait. Mais qu'il connaît bien. Qu'il connaît bien. Voilà. Et c'est souvent finalement le plus important. Voilà. Donc, pour l'identito-vigilance, je vous ai rappelé les photos. Bon, en EHPAD, c'est beaucoup utilisé dans les logiciels parce qu'il y a beaucoup d'EHPAD où on a quand même du personnel intérimaire, du personnel de remplacement. Donc, il est important que vraiment les soignants et les paramédicaux puissent bien identifier les patients. Parce qu'en plus, en EHPAD, je ne vais pas vous l'apprendre, on a de plus en plus des familles avec les parents et les enfants, les couples. Donc, voilà, l'identito-vigilance en EHPAD est un réel souci. Donc du coup, la traçabilité pour l'aide-soignante se fait par le biais des transmissions, puisqu'elle ne valide pas directement sur la tablette. C'est bien ça. Non, on est d'accord, tout à fait. Et également une question elle trace dans la tablette ce qu'elle a fait, mais ce n'est pas elle qui valide l'administration. L'administration. Voilà. Parfait. Mais il faut qu'elle trace ce qu'elle a fait. Tout à fait. Du coup... lorsque c'est dans des petits pots, l'AS finalement trace l'administration et ne peut pas scanner évidemment les petits pots, encore que vous m'avez dit que maintenant il existe des étiquettes avec un code barre. Donc elle peut tracer l'étiquette qui avait été préparée par l'infirmière sur un petit pot comme vous voyez là sur la slide. Vous mettez une étiquette du patient, elle trace son acte, mais réglementairement, elle trace son acte aide-soignant, mais l'administration du médicament, c'est l'infirmière qui va la valider quelque part en la retraçant. On ne peut pas avoir uniquement une traçabilité aide-soignante. Tout à fait. Donc du coup, dans nos établissements, c'est important, et c'est ce que je voulais dire à Patrick, qu'effectivement, il faudrait que nous disposions de ces étiquettes avec le code barre pour pouvoir sécuriser la prise. Oui, des petites étiquettes comme ça. Sachant que maintenant, on est donc avec les nouveaux identifiants nationaux qui vont remplacer les numéros de sécu. Et donc, vous les retrouvez sur les étiquettes. Tout à fait. Alors, pour terminer, donc voilà, je vous ai rappelé les vérifications des allergies. Vous utilisez bien les voies d'administration en administrant, en évitant les mélanges quand même, globalement, sauf si c'est extemporané. Bon, l'administration en intraveineux. On ne fait presque plus. Voilà, il n'y en a plus beaucoup normalement. Vous pouvez avoir de temps en temps des hypodermoclises avec de la sous-cutanée. Pousse seringue, normalement, vous n'en avez pas en EHPAD, mais je vous l'avais mis quand même. Un petit peu en HAD. Je vous rappelle pour la chaîne du froid, on ne mélange pas tout dans un réfrigérateur. Et ça, les experts visiteurs, quand ils viennent, ils regardent. C'est pour ça que je vous l'ai mis, parce que c'est quelque chose qui est facile à contrôler. Vous savez, ils vont regarder, est-ce que vous stockez bien vos médicaments? Et puis, vous pouvez être embêté avec ça. Donc, tracer, on en a parlé, il faut tracer les choses. Et si jamais il y a un souci, il y a une erreur, on la déclare. Je vous ai remis la règle des 5B que vous connaissez. L'identité, on en a parlé, l'étiquetage, les dosages. On vérifie bien les plans de soins. J'ai vérifié que mon patient à qui j'administre le médicament, pas de troubles de déglutition, etc. Sinon, je change de mode de voie d'administration. Et ça doit être prévu au niveau des protocoles de soins. On n'est pas à l'abri. Et on évalue toujours au niveau de la surveillance thérapeutique le bénéfice rendu. Et c'est là où les aides-soignants ont aussi un rôle très important, la surveillance des allergies, d'un événement indésirable qui pourrait survenir. Et elles signalent tout de suite à la fois à l'infirmière et au médecin. S'il arrive une erreur, eh bien, il faut prévenir, sécuriser le patient. On est transparent parce que sinon, de toute façon, ça finit toujours par se savoir. Oui, la transparence est essentielle. Essentielle. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut plus rechercher, je dirais, la cause de l'erreur plutôt que le coupable de l'erreur. C'est ça. On ne cherche pas des coupables, on ne fait pas une chasse aux sorcières. On analyse pour éviter que ça se reproduise. Absolument. Et voilà. Donc, je vous ai mis, au niveau on a fait un escape game qui est très drôle à faire au niveau des équipes. Elles aiment beaucoup. Et ça permet aussi aux équipes de sortir le nez du
du guidon. Donc, nous, on essaie aussi beaucoup pour fidéliser nos équipes, donc des choses comme ça. Donc, vous avez un escape game que vous pouvez trouver sur l'Omédite Centre Val de Loire, Les Malheurs d'Agathe. Vous avez ce film qui a été réalisé, enfin toute une série de petits films qui a été réalisé par l'ARS de Normandie. Et voilà, j'ai terminé et on va pouvoir démarrer sur les questions. On m'avait dit moins 10. Il est moins 9. J'étais un peu bavarde, mais vous avez peut-être encore des questions. Oui, il y a peut-être des questions. Donc, effectivement, si le SAMU demande à Inès de délivrer un médicament du paracétamol, elle peut le faire. Hein. Ah ben bien sûr. Là, elle est en ligne avec un médecin. Voilà. Elle ne le fait pas d'elle-même, elle le fait. Voilà. Oui. Et les AS peuvent, je pense aussi, appliquer des crèmes, par exemple des corticoïdes. Bien sûr. Pas de souci. On va donc passer aux questions. Donc, du coup... je vais peut-être vous demander d'appuyer sur le bouton nos auditeurs qui vont. Non, c'est sur nos amis qui sont en ligne qui vont appuyer sur les questions et ils vont avoir accès à la liste de questions. Je vais leur demander donc de répondre au QCM. Et donc, voilà, vous avez plusieurs réponses possibles. Nous vous laissons quelques petites secondes pour répondre à ces petites questions et que nous pourrons ensuite commenter avec Isabelle. Et donc, je vous le redis, hein, pendant que vous réfléchissez, n'hésitez surtout pas, vous aurez mon adresse mail. Si vous avez des questions, des échanges, des difficultés, on peut, voilà, c'est en échangeant entre professionnels qu'on progresse tous ensemble. Donc, voilà, c'est important de communiquer les uns avec les autres. Alors, pendant que nos amis travaillent, Isabelle, une petite précision, vous m'avez dit que le pharmacien ou bien son attaché susceptible donc d'intégrer une prescription médicamenteuse sur le logiciel. Oui. Alors, ça se fait déjà dans des établissements privés, dans des blocs opératoires. Vous pouvez avoir un préparateur en pharmacie ou un pharmacien ou une infirmière qui rentre une prescription, mais elle doit être ensuite validée par un médecin. Ça, après, c'est une organisation locale. Oui. Ça ne peut pas être un médecin qui donne en revanche ses codes. Voilà. Mais si c'est le pharmacien qui retranscrit sur le logiciel, est-ce qu'à partir de ce moment-là, la prescription est valide? Non. Il faut que dans tous les cas, il y ait, donc même dans ce cas-là, il doit y avoir validation par le médecin. La législation, elle est en train de changer, puisqu'il y a des pharmaciens qui vont se former pour, comme les IPA, avoir le droit de prescrire notamment certaines classes d'antibiotiques, certains vaccins, etc. Donc, sur des choses comme ça, très ciblées, vous pouvez avoir un pharmacien qui saisisse les prescriptions sans qu'elles aient à être prises par un médecin. Mais comme une prescription, il n'y a pas qu'une classe de médicaments. Bien sûr. À partir du moment où on le sait chez les personnes âgées, vous allez avoir des antihypertenseurs, vous allez avoir peut-être des antibiotiques, etc. Il y aura quand même une validation médicale qui devra être requise. Peut-être que pour une partie, on pourra avoir que le pharmacien, mais voilà. Mais pour le reste, donc ça reste bien évidemment compliqué. Ah ben, oui. Donc je ne sais pas si nous avons encore les résultats du sondage. Voilà, je crois que... Le sondage est en cours. Voilà. Mais disons que les IPA, c'est quand même une grande avancée pour aider, notamment dans des structures comme les EHPAD. Est-ce qu'on en forme suffisamment? Par rapport aux objectifs que le ministère s'était fixés, on est très en deçà pour les problèmes de financement. Parce que c'est vrai qu'il faut après peut-être établir un contrat. C'est parce qu'il faut qu'un établissement qui s'engage à financer une infirmière, ça a un coût. Il faut que l'infirmière s'engage à rester dans cet établissement. Tout à fait, absolument. Nous, on a eu ce souci-là sur des infirmières qui ont été formées à la qualité. Et une fois qu'elles ont été diplômées, elles sont parties de l'établissement. Et oui, malheureusement, donc c'est un investissement perdu. Un diplôme universitaire, c'est quand même un coût. Bien sûr. Donc voilà, là, c'est pareil. Tout à fait. Donc, alors, on va voir si nous avons déjà quelques résultats. Je crois que tout le monde est en train de travailler.
peut-être demander à notre ami technicien si on a déjà quelques résultats. Non. Voilà, je vois que tout le monde est en train de travailler, donc les cerveaux sont en ébullition. Nous avons répondu à toutes les questions, Bernard. Oui, en toutes celles qui ont été formulées, maintenant le sujet est tellement vaste que je pense qu'Isabelle, vous aurez peut-être quelques questions par la suite, et c'est une très bonne chose. Et effectivement, c'est vrai que c'est une thématique qui est compliquée, et qui est rendue compliquée par la législation d'un côté, qui est telle qu'elle devrait être, mais qui malheureusement fait que, compte tenu du manque de ressources, rend les choses compliquées. C'est ça. C'est qu'entre la législation et les obligations et le terrain, on a parfois des écarts importants. Absolument. Alors, quid des prescriptions anticipées? Oui. Donc, c'est vrai que c'est utile, en particulier pour les résidents en fin de vie, d'avoir. Donc, je pense que c'est, à mon avis, une bonne chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Isabelle. Oui, complètement. Ouais. Notamment la mise en place de protocoles avec du midazolam ou autre sur des fins de vie. Oui, tout à fait. C'est réglementairement possible. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui facilite peut-être la mise en œuvre des pratiques au niveau des établissements de santé. Parfait. En ce qui concerne donc la traçabilité par l'aide-soignante, donc je pense qu'il suffit qu'elle trace avoir distribué, donc administré la totalité du traitement sans avoir besoin de faire une traçabilité molécule par molécule. Ah non, non, elle trace en fait effectivement vous avez employé le bon terme, elle trace une distribution. Oui. Alors que l'infirmière va tracer la dispensation. Absolument. C'est ça la effectivement, différence. donc un de nos auditeurs a bien noté que l'AS trace la distribution, ensuite l'IDE trace et enregistre l'administration. C'est ça. Parce que, et en revanche, l'aide-soignante complétera également si, pour une raison X ou Y, elle n'a pas pu, le patient n'a pas reçu les traitements. Parce qu'il dormait, parce qu'il était fatigué, parce que voilà. Et là, elle va le tracer aussi, c'est important. Hein. Et comme ça sera repris après par l'infirmière et le médecin pour comprendre pourquoi le patient n'a pas eu son traitement. Absolument. L'aide-soignante de nuit doit avoir accès à certains médicaments, j'imagine. Ah oui, c'est pour ça qu'elle ne doit pas avoir accès à tous les médicaments. Et, puisque l'infirmière, elle a préparé les médicaments pour les patients de nuit. Oui. Ils sont disposés sur un plateau, dans la salle de soins, au nom des patients. Dans des gobelets. Mais l'idéal, c'est toujours pareil, hein, c'est pour ça que nous, on a mis en place nos petits coffres, des petits coffres, hein, où on met à l'intérieur du coffre. Et l'aide-soignante a la clé. Ça évite que si jamais quelqu'un rentrait dans la salle de soins, voilà. Tout à fait. Mais l'aide-soignante ne va pas chercher dans l'armoire à pharmacie. Hein. Et donc, vous y mettez quoi? Les médicaments qui sont concernés par les protocoles Oui, c'est ça. Les administrations de nuit, par exemple, vous avez un protocole avec l'administration de nuit en systématique d'un actiskénant. Oui. Typiquement. Oui. Bon, ça, l'actiskénant, l'infirmière, l'aide-soignante n'a pas le droit. Oui. Voilà. Mais il y a des ARS qui le valident. C'est comme tout. Hein. Il y a des ARS, j'ai vu une question sur le broyage, il y a des ARS qui valident que l'aide-soignante, elle a le droit de broyer les médicaments préparés par l'infirmière. Oui.
Oui. D'autres qui vont être stricto sensus vont dire non, c'est pas possible. Donc ça, Mhm. c'est aussi à voir avec l'inspection en pharmacie et, Oui. et le conseil de l'ordre, ce qui est validé localement. D'accord. Hein, et voilà. Mais la nuit, on sait qu'il y a un paracétamol à prendre Mhm. toutes les 8 heures. Il y en a un qui tombe la nuit. L'infirmière a préparé, l'aide-soignante va pouvoir le donner la nuit. Les gouttes qui sont préparées doivent être mises au frigo ou elles peuvent être gardées sur Ça, la paillasse? ça dépend des Dépend des produits. médicaments. Voilà. Et comme je vous disais, attention aux gobelets en carton. On Oui. est très environnement Oui. et RSE. Nous, on a eu ce souci. Alors, on l'a vu avec des gouttes de couleur parce qu'en fait, préparé par l'infirmière, pourtant, elle prépare juste avant de partir à Oui. 19h. Mais ça s'imprègne dans le carton. Ça s'imprègne dans le carton. Donc, Donc faire il faut attention prendre. à ces fameux gobelets. Hein. Voilà. Donc alors peut-être éventuellement les mettre au frigo selon le type Ah oui, de médicaments. Hein. oui, oui, oui. Donc les aides-soignantes de nuit peuvent mettre des gouttes dans les yeux, du gel par exemple pour Oui. la sécheresse lacrymale. Hein. Oui, oui, complètement. Le PowerPoint bien sûr donc sera accessible ainsi que le replay de cette formation. Donc du coup, si le morphinique est préparé par l'IDE et stocké dans un endroit sécurisé, il peut être délivré par une aide-soignante la nuit selon certaines ARS ou c'est validé au niveau national? Ah non, c'est pas validé au niveau national. D'accord. Ça, alors, normalement, les stupes, les aides-soignantes n'ont pas le droit d'y toucher. Mais après, si vous avez validé des protocoles que vous avez fait valider par votre inspection en pharmacie et votre inspection pour le conseil de l'ordre des médecins, mais c'est surtout l'inspection en pharmacie qui peut valider ces protocoles-là et votre médite, votre ARS. Voilà. Donc, dans certaines conditions, là, le coffre obligatoire. Oui, tout à fait. Coffre obligatoire, donc sous clé, avec des AS qui sont formés régulièrement, traçabilité des validations des professionnels. Il faut bétonner l'affaire. Il faut sécuriser, c'est-à-dire que vous avez toujours le droit, on va vous dire, à partir du moment où votre système qualité et de parcours de soins et de continuité des soins est validé. Mais en même temps, en tant qu'établissement de santé, vous devez avoir mis en place des protocoles qui permettent d'assurer la continuité des soins. Très bien. Donc, voilà. Également, le rôle du pharmacien, est-ce que le rôle du pharmacien consiste également à réviser, à faire une action de révision des ordonnances ou c'est plutôt le travail du médecin coordonnateur? Alors non, le pharmacien vous pouvez tout à fait, lorsqu'il y a notamment, nous c'est ce qu'on fait, on a des problèmes de médecins co, donc en fait le pharmacien fait l'analyse d'ordonnance et après alerte le médecin co par téléphone en disant bon là je vous rappelle il va falloir penser à faire le renouvellement de l'ordonnance ou là attention vous avez une interaction, il faut revoir le traitement et on peut faire des échanges de molécules et le médecin co modifie sa prescription et après le pharmacien si vous voulez est là en support et en aide. Voilà. Pour le moment c'est comme ça mais les pharmaciens je rappelle maintenant ont le droit aussi d'assurer le renouvellement de certains médicaments. D'accord, parfait. Ok. Donc, effectivement, est-ce qu'un aide-soignant peut refuser d'administrer les médicaments? Oui, il a le droit. Hein. Oui, et de la même façon, une infirmière peut refuser que tel ou tel aide-soignant, de donner délégation à tel ou tel aide-soignant. C'est-à-dire qu'une infirmière, sa responsabilité, elle est quand même engagée. Même si le médecin a validé qu'on pouvait donner délégation, l'infirmière, elle va confier son travail la nuit à une aide-soignante ou à un aide-soignant. Donc, elle a le droit de dire non, moi, je ne confie pas à tel ou tel aide-soignant. Et l'aide-soignant, effectivement, parce qu'il y a une discussion quant à savoir si le broyage des médicaments par l'aide-soignante était possible ou pas. Alors, ça, c'est pareil. Ça dépend des ARS. Il y a des endroits où on demande à l'infirmière qui est là le plus tard le soir de broyer le médicament. Donc, elle le laisse dans le godet, dans la cupule, et la nuit, l'aide-soignant va le donner. Mais on évoquait tout à l'heure des si besoins. Imaginons un patient qui a des troubles de la déglutation, qui a du paracétamol en si besoin. La nuit, il a mal. Le paracétamol, on ne l'a pas forcément broyé d'avance. On n'a peut-être pas de sachet sous la main. On n'a peut-être pas de forme orodispersible. Bon, ben là, l'aide-soignant peut broyer. Mais c'est pareil, alors il y a différents niveaux. Vous pouvez définir une liste de médicaments concernés. Vous pouvez valider que, là encore, par rapport à la formation que les aides-soignants ont eue, ils ont le droit de le faire en systématique pour les médicaments qui ont été préparés par l'infirmière. Peut-être aussi choisir une forme galénique qui évite ce broyage. Voilà, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus avec les médecins de façon à ce que la nuit, ils prescrivent
à minima ont si besoin, Mhm. et des formes gouttes, par exemple, Oui. où là, l'aide-soignant a le droit de compter les gouttes, Oui, voyez. tout à fait. Oui, ou une forme qui soit euro-dispersible. Oui, voilà, pour qu'il y ait pas de- voilà, eurodispersible. tout à fait. On a pris beaucoup de formes eurodispersibles. Bien évidemment, j'imagine qu'il faut avoir un cahier de stupéfiants. Et est-ce qu'il faut un registre Berger-Levrault par résident ou par structure? Ah non, c'est par structure. D'accord. Alors après, vous avez, par exemple, si vous avez une structure avec plusieurs étages, Oui, attention, oui, passer d'un étage à l'autre, ça peut être compliqué. Donc, en d'accord. fait, en gros, vous imaginez un cahier de stup par poste de soins. D'accord. C'est plus simple. Pas nécessaire d'en avoir un par résident Ah non. qu'on détruit. Donc, parce Ah que c'est non. vrai, certains établissements le font, donc il Oui. n'y a pas d'obligation. Parfait. Mais écoutez, je crois qu'on a balayé l'ensemble de cette problématique, enfin du moins on l'a essayé, Oui. et il est clair qu'il y a d'autres questions qui viendront par la suite, et donc bien évidemment, le docteur Hermelin sera à la disposition donc, pour y répondre. Hein. Je vous remercie beaucoup Isabelle, et puis je remercie tous nos éditeurs, et puis je vous souhaite un bon week-end, et à très bientôt pour un nouveau webinaire avec Télémédicare. Au revoir. Au revoir, bon week-end.